On a terminé la dernière capsule en parlant de la fameuse élection du 22 juin 1960 qui avait été déclenchée par Antonio Barrett, euh, premier ministre de l'Union nationale, qui avait succédé à Paul Sauvé, qui lui-même avait succédé quelques mois auparavant à Maurice Duplessis. C'est effectivement là que s'amorce, en fait, ce que beaucoup d'historiens disent, que s'amorce justement une des périodes les plus marquantes de l'histoire du Québec, c'est-à-dire celle de la Révolution tranquille, c'est-à-dire une période durant laquelle on va voir d'abord une amorce de bouleversement vraiment important, une amorce de changement majeur. Euh, D'une certaine manière, le Québec semble un monde de plus en plus en changement, quoiqu'il l'était déjà depuis les années 50. Mais là, véritablement, ces changements-là qui s'annoncent depuis les années 50 vont se transformer en réalisation un peu plus concrète. C'est une période aussi durant laquelle le Québec va définitivement se moderniser, que l'État québécois va prendre un rôle définitivement plus grand. Mais bon, avant d'aborder cette période-là de la Révolution tranquille, généralement, on parle de la période qui s'étend de 1960 à 70, quoique d'une certaine manière, on pourrait l'étendre même jusqu'aux années 1980. Mais donc, ça marche justement cette période-là, mais il faut le voir dans un contexte où le monde est en vraiment changement. La période des années 60 en Occident, c'est une période qui bouge. Donc, il faut regarder comme ça, justement, le Québec qui rejoint d'une certaine manière le reste du monde occidental, qui fait une espèce de rattrapage. Mais donc, ce qui se passe au Québec n'est pas nécessairement différent de ce qui se passe ailleurs dans le monde. On est vraiment dans un monde qui est, comment dirais-je, agité. Donc, ici, on parle de, par exemple, la révolution cubaine en 1959 qui va porter Fidel Castro au pouvoir et qui va écarter un régime dictatorial qui est là depuis de nombreuses décennies. Et ça va relancer un petit peu le débat, en tout cas sur la guerre froide, mais c'est un événement qui est quand même intéressant et d'une certaine manière, cette révolution-là qui se passe à Cuba va inspirer de nombreux jeunes Québécois durant les années 1960. On en reparlera. Il y a aussi, ben, il y a mai 68 en France, définitivement, où là, on a une fusion d'étudiants en grève. Donc, c'est des étudiants en grève, on en voit partout en Occident, mais qui rejoint un mouvement syndical très actif qui va faire en sorte que pendant quelques semaines, en 1968, la France va être essentiellement bloquée, va être essentiellement à l'arrêt. C'est la Tchécoslovaquie en 1958, encore une fois, à part d'un mouvement d'étudiants qui s'oppose au régime communiste qui est en place. Et on va voir l'Union soviétique, afin de maintenir l'intégrité de son bloc, ben, va envoyer des soldats pour essayer d'écraser ce mouvement-là. Alors ça aussi, on en a des échos en Occident et ça va inspirer d'une certaine manière une jeunesse étudiante de plus en plus contestatrice. Il y a les États-Unis aussi qui vivent une période un peu différente. Bon, la décennie s'amorce aux États-Unis avec l'élection de John Kennedy, un tout jeune président, début de la quarantaine, qui lui aussi va inspirer à l'action. Bon, évidemment, on pourrait aujourd'hui contester passablement sa présidence ou sa façon de gouverner, mais pour l'époque, ben, c'est justement, c'est un type qui est inspirant. Et aux États-Unis, ben, ça va amorcer comme une espèce de réveil de la jeunesse. Mais en même temps, les États-Unis sont aux prises avec un conflit épouvantable dans lequel ils sont empêtrés, c'est la guerre du Vietnam. Et ça aussi, ça va inspirer de nombreux mouvements de contestation. Et là, ce sera des images, ça va être littéralement une première guerre télévisée, des images qui vont vraiment marquer toute une génération aux États-Unis. Mais également, les États-Unis, ben, c'est le moment en fait, c'est le réveil, bon, sans faire de comparaison maladroite, mais c'est le réveil du mouvement afro-américain, c'est le mouvement pour les droits civils. Puis il y a certains points qu'on pourrait dire que c'est peut-être semblable au réveil du nationalisme canadien-français dont on va parler. Donc, on va voir ici, ben, c'est une image justement de la grande marche sur Washington qui a eu lieu le 28 août 1963, une marche largement inspirée par Martin Luther King. Et là, on voit une partie de la population qui réclame finalement, 100 ans après la fin de la guerre civile aux États-Unis, qui réclame qu'on les reconnaisse comme des citoyens, qu'on arrête de les considérer comme des citoyens de seconde zone et veulent avoir leurs droits. Donc, le mouvement des droits civils aux États-Unis, il est particulièrement marquant. Mais comme ailleurs dans le monde occidental, on va voir aussi aux États-Unis un mouvement étudiant, mais là, c'est peut-être un des baby boomers qui commence à arriver à maturité, un mouvement étudiant de plus en plus contestataire. Moins politique peut-être que les mouvements européens, mais quand même un mouvement très contestataire et on va demander de revoir en profondeur le curriculum dans les universités, la façon d'enseigner, la façon d'approcher les choses, faire plus de place, par exemple, à la question des droits civils, faire plus de place à la question du féminisme. Donc, il y a vraiment un mouvement important ici. Puis là, ben, ce qui se passe
aux États-Unis, c'est grève étudiante à répétition qu'il va y avoir sur de nombreux campus américains tout au long des années 1960. Ça va certainement servir de modèle au mouvement étudiant québécois qu'on va voir durant les années 60. On n'oubliera pas que les premiers cégeps qui vont commencer à apparaître en 1967, 68, 69, ben, dès les premières années de ces cégeps-là, notamment au cégep du Vieux-Montréal, ça sera marqué par de très longues grèves au départ. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant ce qui se passe. Ce que je disais aussi à propos des questions des droits civils, mais là, on va voir de nombreuses manifestations, particulièrement dans le sud des États-Unis, où, comme je le disais, il y a un pan de la population qui va réclamer justement sa place au soleil. Et ça aussi, ça va avoir certains échos au Québec. Et il y a certains mouvements qui seront amorcés au Québec qui vont essayer je dirais pas de copier, mais qui vont certainement s'inspirer de ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est un contexte international vraiment intéressant, important, et véritablement, la Révolution tranquille québécoise s'inscrit dans ce mouvement-là. Bon, je fais juste un rappel aussi, c'est quelque chose que j'avais évoqué, mais quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut voir à ce moment-là aussi, fin des années 50, durant les années 1950 et durant les années 1960, le gouvernement fédéral est véritablement centralisateur, c'est-à-dire qu'il essaye de ramasser le plus de pouvoir possible afin d'établir un certain nombre de normes nationales dans différents domaines. Et là, ben, un gouvernement fédéral qui agit comme ça, avec un État québécois à partir de 1960 qui s'affirme de plus en plus, c'est sûr qu'il va y avoir des affrontements importants. Surtout que le gouvernement du Canada veut intervenir dans des champs de compétences provinciales. Je vais en donner quelques exemples. Donc, les gouvernements qui vont se succéder, ben là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le gouvernement de Louis Saint-Laurent, le deuxième francophone après Wilfrid Laurier à devenir premier ministre du Canada. Il va gouverner pendant presque 10 ans. C'est un libéral, auquel va lui succéder John Diefenbaker. C'est un conservateur qui va être là pendant à peu près 5 ou 6 ans. Et ensuite, Lester Pearson, un autre libéral qui va gouverner pendant 5 ans. Donc, ces trois premiers ministres-là, bon, bien qu'ils soient, bon, OK, il y a des libéraux, il y a des conservateurs, mais ces trois premiers ministres-là, les trois gouvernements que vont former ces premiers ministres-là, ils ont la même aspiration, c'est-à-dire devenir très centralisateurs. Je donne des exemples. Bon, par exemple, le gouvernement fédéral, en 1951, va établir un régime de pension de vieillesse, donc ce qu'on appellerait bon, les pensions de vieillesse, donc pour les personnes à la retraite. Donc, là, ici, ça intervient ça intervient dans le secteur social. Et ça, c'est vraiment un champ de compétences provincial. Même chose que le gouvernement fédéral met sur pied un programme d'assurance hospitalisation en 1957, c'est-à-dire que les gens qui seraient hospitalisés, les frais seraient gratuits à l'hôpital. C'est un programme qu'on voulait pan-canadien et toutes les provinces vont y adhérer en 1957, sauf le Québec. Maurice Duplessis refuse de voir le gouvernement fédéral agir dans un domaine de compétences provinciales. Même chose aussi que le gouvernement fédéral avait mis sur pied un programme de subvention aux universités canadiennes et Maurice Duplessis avait refusé d'y accéder. C'est ça, d'y accéder à ce programme-là. Le gouvernement du Canada aussi met sur pied un grand programme de construction d'une autoroute transcanadienne afin de favoriser le commerce entre les différentes régions du Canada. C'est un projet à longue haleine, inspiré du projet du président Eisenhower aux États-Unis, qui avait dépensé des milliards et des milliards de dollars afin de construire un réseau autoroutier convenable. Bon, c'est la création de Radio-Canada en 1952. Ça aussi, d'une certaine manière, on pourrait y voir une espèce d'intervention dans un domaine de compétences provinciales, dans la mesure où la culture, selon la Constitution de 1867, était un domaine de compétences provinciales. Même chose pour la création du Conseil des arts du Canada. Donc, on voit véritablement que le gouvernement du Canada essaie de donner des normes nationales, essaie d'être le leader d'une certaine manière, essaie d'être un État interventionniste et essaie de faire en sorte que les différentes provinces fonctionnent selon des normes semblables. Mais évidemment, il y a la différence québécoise. Le gouvernement fédéral aboutira justement avec la création du drapeau unifolié en 1965, afin de se doter d'une identité nationale un peu plus. Bon, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que le gouvernement du Canada va intervenir aussi, va augmenter ses dépenses de toutes sortes. Donc, vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, on entre vraiment dans une phase d'un gouvernement interventionniste et le gouvernement fédéral va dépenser dans les provinces beaucoup d'argent afin qu'on puisse construire des infrastructures. Comme par exemple au Québec, en 1945, les dépenses du gouvernement fédéral s'élevaient à environ 100 millions de dollars. En 1960, les dépenses du gouvernement fédéral au Québec seulement c'est plus autour de l'ordre de 800 millions de dollars. Donc ça va aider, par exemple, le Québec à se doter d'infrastructures, par exemple, infrastructures routières, des ponts et ainsi de suite.
Bon, arrive donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, ce contexte-là dans lequel justement c'est l'important changement va se passer au Québec, qui va s'amorcer donc avec l'élection du 22 juin 1960. Ça se passe justement dans une atmosphère, dans un contexte international assez grouillant, où il y a une jeunesse qui commence à s'affirmer, et en même temps aussi un contexte où le gouvernement du Québec va vouloir s'affirmer de plus en plus, mais il va devoir affronter un gouvernement fédéral qui également va vouloir s'affirmer. Fait que c'est ça qu'il faut bien comprendre, tout ce contexte-là dans lequel s'ouvrent les années 1960 au Québec. Donc, se produit cette élection du 22 juin 1960. C'est une élection qui va être importante. L'Union nationale est au pouvoir depuis environ 16 ans. Et là, tout d'un coup, avec justement les morts successives de Maurice Duplessis et de Paul Sauvé, bien là, il y a un changement de garde, si on peut dire, à l'Union nationale. Mais là, le 22 juin 1960, avec la mort de ces deux chefs-là, Paul Sauvé et Maurice Duplessis, qui étaient quand même des figures populaires au Québec, le Parti libéral y voit une occasion de finalement s'emparer du pouvoir après 16 années sur les banquettes de l'opposition. Jean Lesage, qui était chef du Parti libéral du Québec depuis 1958, avait rassemblé, comme je l'avais dit dans une capsule précédente, avait rassemblé autour de lui une équipe de candidats qui représentaient d'une certaine manière les différentes forces de changement qui existaient au Québec durant les années 1950. Cette équipe-là, on va l'appeler l'équipe du tonnerre. Et donc, c'est une équipe de candidats qui sont relativement jeunes, qui arrivent avec des idées relativement nouvelles et surtout qui sont animés par un désir de changement profond. Et le slogan du Parti libéral du Québec en 1960, c'est que c'est le temps que ça change. Et là, ça, c'est un slogan qui va avoir une grande résonance auprès de nombreux électeurs québécois. Pendant la campagne électorale, ben, le Parti libéral ne cesse de dire que finalement, l'Union nationale a laissé littéralement tomber le Québec. Euh, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine que le gouvernement du Québec abandonne ses travailleurs, que le Québec est le champion du chômage, que finalement, le Québec donne de l'argent au gouvernement fédéral par le biais des impôts, mais comme le gouvernement du Québec ne participe pas au programme d'assurance hospitalisation, c'est comme si le Québec, par exemple, finalement, donnait de l'argent pour soigner les autres. Donc, c'est tout ça. Donc, ce qu'essaye de faire sortir le Parti libéral, c'est de faire ressortir des espèces d'incongruités des actions de l'Union nationale. En fait, ce que fait ressortir le Parti libéral, c'est que l'Union nationale ne fait rien, et particulièrement dans le domaine de l'éducation, où il y a des inéquités absolument épouvantables. Donc, c'est une campagne qui est sous le signe, comme je le disais, les libéraux sentent qu'ils ont une occasion de passer au pouvoir et que là, après 16 années, et surtout que l'Union nationale maintenant est dirigée par un chef assez peu charismatique, Antonio Barrette, bien là, les libéraux vont frapper assez dur sur l'Union nationale. Le programme, donc, mis en place par le Parti libéral du Québec, pardon, il est assez ambitieux et c'est un programme qui est inspiré d'un document qu'avait écrit l'ancien chef du Parti libéral du Québec, qui s'appelle Georges-Émile Lapalme. Il avait écrit un document qui s'appelle Pour une politique, tout simplement. Et dans ce document-là, rédigé à la fin des années 50, et ce document-là qui va servir de programme pour le Parti libéral du Québec pendant la campagne électorale, ben, c'est un vaste programme de changement où, justement, La Palme, et après ça, adopté par les libéraux, mais donc où La Palme propose que l'État québécois devienne véritablement un État interventionniste, que le gouvernement québécois puisse intervenir dans le domaine économique, dans le domaine social et rénover aussi le système politique québécois. Donc, ça, c'est un document fort important et qui va servir, en fait, qui va, d'une certaine manière, je pense, plaire à l'électorat québécois. L'élection, malgré tout, on pourrait penser que les libéraux vont balayer l'Union nationale. C'est faux de le penser. L'élection, elle est quand même très serrée. Les libéraux récoltent 51% des votes contre 47% pour l'Union nationale, mais les libéraux n'obtiennent qu'une majorité de 8 sièges, 51 à 43. C'est un signe, encore une fois, que les campagnes, en fait, la carte électorale québécoise, je l'ai mentionné plusieurs fois dans les capsules précédentes, mais la carte électorale québécoise, elle est tordue. La carte électorale québécoise surreprésente d'une certaine manière les campagnes. Donc, même si le Parti libéral gagne une élection quand même, comment je pourrais dire, assez décisive, remporte plus que la moitié des votes, l'avantage en termes de sièges n'est pas si évident que ça.
C'est une campagne aussi qui se déroule sous le signe de la fraude électorale, des vieilles pratiques électorales qui sont encore très présentes au Québec, malheureusement, à ce moment-là. Bon, on va en voir toutes sortes d'exemples. Ça sera le vol de boîtes d'élection, ça sera des électeurs, en fait, des fiers à bras d'une certaine manière qui vont rentrer dans tel ou tel bureau de vote et littéralement bourrer des boîtes de vote avec des faux bulletins. Ce sera de l'intimidation carrément. C'est l'Union nationale qui va faire en sorte qu'il va présenter dans un comté. En fait, une des vedettes du Parti libéral du Québec, c'était René Lévesque, qui est animateur de télé à ce moment-là. L'Union nationale va présenter un autre René Lévesque dans la même circonscription. Donc, c'est toutes sortes de stratégies un peu douteuses comme ça, qui étaient largement dénoncées par toutes sortes d'écrits. Je vous avais parlé, par exemple, de l'ouvrage Le Chrétien et les élections. C'était des pratiques électorales, ma foi, assez usuelles, à tout le moins pour l'Union nationale. Donc, l'élection est serrée, mais malgré tout, le Parti libéral est au pouvoir. C'est une photo très célèbre, celle-ci, du soir même de l'élection, où on voit les trois L, comme on dit. Donc, trois individus fort importants pour le Parti libéral. Donc, au centre, on a Jean Lesage, qui va devenir premier ministre. À sa gauche, il y a René Lévesque, qui va devenir un des piliers, qui va devenir le champion de la nationalisation de l'hydroélectricité. Et à la droite, on a Paul Gérin-Lajoie, qui lui va devenir le premier ministre de l'Éducation au Québec depuis 1875. Quels sont les grands principes de la Révolution tranquille? Comment essayer de la définir de façon le plus simple possible? Ben, on va y aller de façon effectivement très simple. Si on veut définir la Révolution tranquille, on pourrait tout simplement dire que c'est le mouvement qui amène à moderniser le Québec dans le sens des autres États occidentaux. Effectivement, si on compare le Québec avec le reste du Canada, si on compare le Québec avec une bonne partie des États-Unis, ou si on compare le Québec avec l'Europe, ben, à bien des égards, l'État québécois est un peu en retard. Donc, l'idée, c'est de moderniser le Québec dans le sens des autres États occidentaux. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on pourrait avoir de définir ce que c'est la Révolution tranquille. Donc, c'est l'État qui va devenir interventionniste, c'est l'État qui se met au service des citoyens. Et pour moi, il y a un mot-clé, c'est le mot démocratisation, c'est-à-dire donner l'accès à, démocratiser l'accès à la santé, démocratiser l'accès à l'éducation. C'est ça, c'est l'État québécois qui va prendre des mesures dans le en essayant de respecter le plus possible ses champs de compétences, mais c'est l'État québécois qui va essayer de se mettre au service de ses citoyens, alors qu'auparavant, l'État québécois était au service finalement d'une espèce d'élite économique. C'est un petit peu ça. Donc pour moi, un des mots-clés de la Révolution tranquille, c'est le mot démocratisation. Et aussi, ben, l'État québécois va maintenant devenir un agent de développement économique et ne restera pas passif, laissant seulement à l'entreprise privée le soin de créer des emplois. L'État québécois se donne le rôle d'intervenir dans le domaine économique et aussi, principalement, ça peut peut-être rejoindre l'expression démocratisation que j'utilisais, c'est l'interventionnisme économique afin de favoriser la majorité canadienne-française dans le monde des affaires. On pourra s'en donner quelques exemples. Donc, la Révolution tranquille, c'est une vaste opération de changement, de gros bouleversements qui vont être mis en place par un train de législation qui va être formidable, principalement entre 1960 et 66. Donc, la Révolution tranquille, on va y aller de façon systématique. C'est d'abord une révolution qui est économique. Donc, l'idée, comme je vous le disais, c'est que l'État québécois, pour la première fois, était pour devenir un agent de développement économique d'une certaine façon. Et la clé, c'est quelque chose qui était réclamé depuis très longtemps. La clé, c'est la nationalisation de l'électricité. On en discute depuis très longtemps. Jean Lesage avait confié en 1960 le ministère des Ressources naturelles, donc le ministère qui gère toutes les terres à bois, les rivières et ainsi de suite, avait confié ce ministère à René Lévesque. René Lévesque, lui, tout de suite, s'est mis à la tâche d'essayer de convaincre ses collègues du Parti libéral qu'il était nécessaire de nationaliser l'électricité. Je dirais qu'il y a peut-être la moitié de ses collègues qui étaient d'accord avec lui, l'autre moitié qui est encore réticente, plutôt attachée à continuer à faire les choses comme on l'avait toujours fait auparavant. Mais finalement, ben, l'évêque et certains autres réussissent à convaincre Jean Lesage. Et là, lui, il va l'annoncer. Il va dire l'électricité, c'est la clé de l'économie moderne. Nous voulons en faire la clé de voûte d'un régime où, enfin, après tant de générations, nous serons enfin maîtres chez nous. Et là, maître chez nous, ça va devenir le mot d'ordre. Et là, ici, évidemment, il s'agit de convaincre maintenant la population du bien fondé que l'État québécois achète l'ensemble des compagnies privées qui gèrent le système hydroélectrique au Québec. C'est ça le mot nationalisation.
Donc, après seulement 2 années au pouvoir, on va repasser dans une autre élection. Ça va être une élection quasi référendaire, comme on disait à l'époque. L'essentiel de l'élection de 1962, ça va être justement d'expliquer aux Québécois la nécessité de nationaliser l'électricité. René Lévesque dit Hydro-Québec, qui maintenant justement serait propriétaire de toutes ces compagnies d'électricité. Donc, ça serait, deviendrait le vaisseau amiral de l'État québécois. Donc, on va avoir justement en 1962 une autre élection. Si en 1960, le slogan électoral du Parti libéral, c'était c'est le temps que ça change. En 1962, c'est maintenant ou jamais, maître chez nous. Ça, c'est bien important de le comprendre. Maintenant ou jamais, maître chez nous, que pour la première fois, les Québécois pourraient justement contrôler leurs principales ressources naturelles. Donc, pendant toute la campagne électorale de 1962, René Lévesque va sillonner le Québec avec cette espèce de grande carte qu'il a derrière lui. On le voit très bien ici avec sa cigarette traditionnelle à la main. Il va expliquer aux Québécois. Il va se promener de sous-sol d'église en salle paroissiale, en gymnase d'école. Il va sillonner le Québec en expliquant voici comment est divisé justement la distribution du pouvoir électrique au Québec. Donc, ce sont de grandes compagnies, c'est la Shawinigan Water and Power et ainsi de suite. Ce sont de grandes compagnies qui contrôlent justement ces ressources-là et que d'une région à l'autre, il y a une variation extraordinaire dans les taux pour l'électricité. C'est-à-dire que d'une région à l'autre, des Québécois ne payent pas tous les mêmes tarifs en termes d'électricité. Ça crée des différences importantes, ça crée véritablement là, des différences majeures entre les Québécois. Donc, l'idée, c'est d'acheter des grandes compagnies comme la Shawinigan Water and Power, la Southern Canada Power, la Québec Centrale, la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent. Il y en a une douzaine de compagnies comme ça qui sont visées par le gouvernement. Et là, ben, au terme de cette campagne électorale, ben, les Québécois vont aller voter. Et là, les Québécois vont donner un signe vraiment clair. Nous sommes derrière le projet du Parti libéral de nationaliser l'électricité au Québec. Donc, une victoire claire à l'élection de 62, 63 sièges pour les libéraux, 31 pour l'Union nationale. Et vraiment, les libéraux remportent 56 du vote. Ça, c'est vraiment très, très fort. Donc, le Parti libéral se sent maintenant plus sûr de lui d'aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, l'idée, c'est que je vous ai fait un petit tableau. Vous voyez justement les différentes compagnies d'électricité qui ont été achetées par le gouvernement du Québec en 1963. Et vous avez le prix qu'a payé le gouvernement du Québec pour chacune de ces compagnies-là. Donc, en tout et partout, René Lévesque et son équipe, dont faisait partie, par exemple, Jacques Parizeau, René Lévesque et son équipe avaient estimé que ça coûterait environ 600 millions de dollars en tout et partout, ils ne se sont pas trompés tellement. Ça a coûté 604 millions de dollars. Et à partir de maintenant, on a véritablement, justement, un instrument économique au service du gouvernement du Québec, c'est Hydro-Québec qui, lui, justement, va ouvrir après ça des portes absolument formidables, ouvrir des portes formidables pour les ingénieurs québécois, des ingénieurs canadiens-français. Et là, l'idée, justement, c'est qu'Hydro-Québec, on était pour produire de l'électricité en français, contrairement auparavant où ces grandes compagnies-là, pour la plupart, fonctionnaient en anglais. Donc, c'est vraiment une ouverture formidable. Ça permet de revoir la stratégie industrielle du Québec aussi d'une certaine façon. Que les profits que va engranger Hydro-Québec, ça va permettre de financer d'autres projets de l'État. Donc, vraiment, je reviens à l'expression que je donnais il y a quelques instants. René Lévesque avait peut-être vu juste en disant que Hydro-Québec peut devenir le navire amiral, le vaisseau amiral de l'économie québécoise. Et là, éventuellement, ben, ça sera la constitution de grands projets. On parlera de Manic, le grand barrage qui va être ouvert en 1968, éventuellement la baie James. Donc, littéralement, le Québec s'approprie, prend contrôle de sa principale ressource naturelle. Et surtout, ben, l'arrivée d'Hydro-Québec, il y aura une uniformisation des tarifs euh, euh, à travers le Québec. Donc, il y aurait plus de différence entre les régions du Québec. Et justement, ça va être un peu plus équitable de cette façon-là. Quand on parle de révolution économique, ben là aussi, le gouvernement du Québec va se doter d'instruments qui sont quand même importants. En 1962, le gouvernement québécois va créer la Société générale de financement, qui est là justement c'est que l'État québécois va pouvoir venir donner un coup de main à des entreprises québécoises. Et là, justement, l'objectif, c'est de réduire, entre autres, la dépendance des entreprises québécoises face à l'étranger, face aux grandes finances du Canada anglais ou aux grands financiers américains.
Donc, l'État québécois, par la Société générale de financement, vient donner un coup de main à ces entreprises. Aussi, l'État québécois va créer en 1965 un organisme qui s'appelle la Régie des rentes du Québec. L'objectif, c'était d'assurer, bon, premier, assurer une certaine sécurité financière des Québécois et que le gouvernement du Québec verserait une rente de retraite. En plus du programme fédéral, il y aurait aussi une rente québécoise. Donc, c'est ce qu'on appelle la RRQ et qu'on retirait sur le chèque de paye de chaque Québécois un certain montant d'argent et, rendu à la retraite, les Québécois pourraient justement bénéficier d'une plus grande sécurité financière qu'ils ne l'avaient auparavant. La Régie des rentes du Québec permet également une indemnisation à des familles en cas d'invalidité d'un des membres de la famille, d'une inaptitude à aller travailler, et une aide financière pour les familles qui en auraient besoin. Donc, autrement dit, le gouvernement du Québec commence à partir de 1965 à percevoir justement des montants d'argent sur les différents chèques de paye des Québécois. Mais la question qui se posait maintenant, c'est de que faire justement avec tous ces montants-là afin de les faire fructifier. Et c'est là justement une idée de génie peut-être. 1965 toujours, on va créer ce qu'on appelle la caisse de dépôt et de placement. Donc, idéalement, c'est de prendre justement tout cet argent-là qui est perçu par la Régie des rentes, entre autres, et certains autres régimes de retraite qui existent au Québec, et de réinvestir. Et là, ben, Jean Lesage avait prévu avait prévu qu'en 1993, et ça va être formidable, il dit on va avoir des actifs de 10 milliards de dollars euh, euh, de, de, avec cette caisse-là. On avait prévu ça, on avait fait des calculs à long terme. Mais écoutez, c'est encore plus merveilleux que ça. En 2015, la Caisse de dépôt et de placement avait des actifs de 240 milliards de dollars. Donc, autrement dit, c'est une façon vraiment intéressante de faire fructifier justement l'argent des Québécois. Et cet argent-là qui est fructifié, ces profits-là justement qu'on engrange, vont pouvoir servir à financer d'autres projets. Donc, véritablement, c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de révolution sur le plan économique. L'État est passé d'un acteur passif dans le domaine économique à un acteur très actif en l'espace de 4 ou 5 ans. La révolution tranquille, c'est également une révolution qui va s'effectuer sur le plan social. Donc, autrement dit, l'État québécois, je reviens sur le mot que j'utilisais tout à l'heure, c'est-à-dire le mot démocratisation, donner l'accès à. C'est ça le mot-clé, donner accès à. Donc, d'abord, on va se lancer vers une réforme de l'éducation. Euh, il y a un livre qui va apparaître au début des années 1960 qui s'appelle Les Insolences du frère Untel. Le frère Untel, c'est un pseudonyme utilisé par un prêtre qui s'appelle Jean-Paul Desbiens, euh, qui, euh, qui lui est un enseignant dans un collège classique et il enseigne le français. Et il va commencer par une série d'articles publiés par le journal Le Devoir, présenter justement comment je pourrais dire, certaines incongruités dans la façon d'enseigner le français. Et il montre que ses élèves, donc au collège classique, dans lequel il enseigne, ses élèves, donc qui seraient essentiellement d'âge secondaire aujourd'hui, ne savent pas écrire. Il leur a donné en dictée, par exemple, l'hymne national du Canada. Là, au Canada, il va publier justement certaines copies qui sont complètement délirantes. Donc, en bout de ligne, sous ce pseudonyme-là du frère Untel, c'est le nom qu'il signe quand il écrit ses articles dans le Devoir, il va montrer justement qu'il y a un problème majeur. Ça va devenir un best-seller de l'édition québécoise et on en parle, on en parle, on en parle de ça. Et là, ben, ça va, d'une certaine manière, amener une réflexion. Est-ce qu'il faut réformer le système d'éducation? Donc, il y a déjà ça les insolences du frère Untel, ça amorce le débat, mais il y a également toute la question de l'accessibilité. C'est bien vrai que tout le monde va aller à l'école secondaire, mais en même temps, tout le monde peut aller à l'école primaire, mais en même temps, c'est pas nécessairement si évident que ça pour l'accessibilité à l'école secondaire, qui est encore pas mal sous le contrôle du clergé par l'intermédiaire des collèges classiques. N'oublions pas qu'encore vers 1960, ce ne sont pas toutes les régions du Québec qui sont dotées d'une même structure scolaire. Il y a énormément, je veux dire, c'est des centaines et des centaines et des centaines de commissions scolaires qu'on va retrouver un peu partout au Québec. Il y a encore beaucoup d'écoles au Québec, d'écoles primaires au Québec qui ne comptent encore qu'une seule classe où tous les élèves de la première à la sixième année sont dans la même classe. Et comme je le disais, l'accessibilité au cours secondaire, il est assez réduit. Donc, le gouvernement du Québec va entreprendre une vaste réforme de l'éducation afin de créer, à terme, un ministère de l'Éducation. Donc, celui qu'on va mettre en charge justement de ce dossier d'éducation, c'est Paul Gérin-Lajoie. À ce moment-là, son ministère, c'est le ministère de la Jeunesse. Et donc, par ce biais-là, on va donner à Paul Gérin-Lajoie le mandat de réorganiser, restructurer le ministère de l'Éducation. Et là, donc, on va convoquer
une commission. On va réunir des spécialistes de l'éducation au Québec et on va réunir justement une commission royale d'enquête sur l'enseignement au Québec. Et cette commission sera présidée par un monseigneur, un évêque qui s'appelle Monseigneur euh, Alphonse-Marie Parent. C'est le tout petit personnage qui est au centre, donc en soutane. C'est lui qui va présider justement cette commission-là. C'est un spécialiste de l'éducation, puis on va lui adjoindre toutes sortes d'autres commissaires. Et cette commission-là va se promener à travers le Québec pendant 3 ans, entre 1963 et 1966, afin de recueillir des commentaires, des impressions de groupes de professeurs, de groupes d'étudiants, de toutes sortes de groupes de pression. Et il va publier un rapport fort important qui s'appelle le rapport Parent. Et ce rapport parent, c'est la base du système d'éducation actuel au Québec. Alors, donc, ce rapport parent va proposer toutes sortes de va proposer toutes sortes de nouveautés, notamment la création des cégeps éventuellement. Donc, que dit le rapport parent? Ben, par exemple, ben, c'est ce que dit ce rapport-là, ben, c'est que on va, ça c'est les principales conclusions, donc favoriser l'accès à tous à l'école publique. Donc, c'est un principe de base et surtout favoriser l'obtention d'un diplôme secondaire où le Québec était passablement en retard par rapport au reste du Canada. Donc, l'idée, c'était de créer un réseau d'écoles publiques. Donc, d'une certaine manière, retirer des mains du clergé le contrôle total du système d'enseignement et que ce serait le gouvernement du Québec, par le biais d'un ministère d'éducation, qui gérerait l'ensemble du ministère, l'ensemble du système scolaire québécois. Donc, on veut favoriser l'obtention de diplômes secondaires, on veut diminuer le nombre de commissions scolaires afin de rationaliser d'une certaine manière les opérations. C'est dans ce rapport parent qu'on va parler de créer un réseau intermédiaire entre le secondaire et l'université. Donc, ce sont les cégeps. Si vous ne savez pas ce que veut dire cégep, ça veut dire collège d'enseignement général et professionnel. Donc, l'idée, c'était de favoriser l'accès à un plus grand nombre, ici, à un niveau supérieur d'éducation. Parce que c'est ça, les cégeps, c'est un niveau supérieur d'enseignement, un petit peu passé le secondaire. Donc, créer une espèce de porte d'entrée vers l'université, ça c'est le volet, c'est la formation générale, mais aussi créer un secteur professionnel où on créerait toute une génération de techniciens, mais des techniciens qui bénéficieraient aussi d'une formation générale solide, c'est-à-dire avoir des cours de français, des cours de philo, des cours d'éducation physique. À l'époque, c'était comme ça. Ce que veut faire aussi, afin de favoriser le plus possible, de démocratiser l'accès à l'éducation, le gouvernement du Québec va mettre sur pied un réseau d'universités du Québec qui relèverait directement du gouvernement. Fait qu'au départ, on aura des antennes bon, à Montréal, à Hull, à Chicoutimi. Bon, éventuellement, le réseau des universités le réseau d'universités du Québec va s'étendre de plus en plus. Donc, les premiers cégeps vont apparaître en 1967. Il y en aura une douzaine. L'Université du Québec, c'est en 1968. Et là aussi, ce qu'on veut faire, c'est ajuster le programme des prêts et bourses afin qu'il soit plus accessible. En fait, qu'il soit accessible à ceux qui en ont véritablement besoin. Et en même temps aussi, on va décréter un gel des frais de scolarité qui va demeurer là, qui va demeurer en place pendant presque 25 ans. Et ça va permettre effectivement à un grand nombre de Québécois d'accéder justement à un niveau d'enseignement auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Évidemment, tout n'est pas parfait là-dedans, mais il y a quand même des résultats probants, c'est-à-dire qu'il y a plus de Québécois qui vont aller à l'école pendant plus longtemps. On fait juste regarder le graphique qui est ici, bien, on voit que, par exemple, en 1950, tu as à peu près 15 des étudiants qui sont encore à l'école, 15 des Québécois qui sont encore à l'école à l'âge de 17 ans. Et rendu en 1986, bon, moins de 40 en 1961. Et rendu en 1986, on voit vraiment les effets, justement, l'effet d'entraînement de ça, de cette réforme en éducation. On dépasse les 60 des Québécois qui sont encore à l'école à 17 ans. Alors ça change vraiment la donne, ça change vraiment les choses parce que l'accessibilité à l'école, c'est la clé de voûte pour permettre justement à un peuple de progresser. Les Québécois seront de plus en plus éduqués. D'ailleurs, Jean Lesage va le marteler, c'est un de ses slogans préférés, s'instruire, c'est s'enrichir. Si les Québécois peuvent être plus instruits, ils auront accès à des emplois plus payants et pourront justement davantage se développer en tant que peuple.
Quand on parle de réforme au niveau social, bien évidemment, d'abord, c'est l'ouverture. On s'en va vers l'universalisation des soins de santé qui arrivera en 1969. D'abord, bon, on l'avait annoncé, Paul Sauvé et son gouvernement, avant même l'élection des libéraux, avaient dit que que le Québec adhérait au programme d'assurance hospitalisation du gouvernement fédéral. Et là, après ça, petit peu par petit peu, on va voir justement que le gouvernement du Québec, pardon, va ouvrir de plus en plus la porte à des soins de santé gratuits. Vers 1963 ou 64, par exemple, ce sont les personnes qui bénéficient de l'aide sociale pourront avoir des soins de santé complètement gratuits. Et donc, d'étape en étape, on y arrivera finalement en 1969. Vous avez la première génération de la fameuse carte Soleil, la carte d'assurance maladie. En 1969, tous les Québécois verront les soins de santé gratuits. Alors ça aussi, ça va changer énormément de choses. Parce que tout d'un coup, c'est tout le monde qui peut avoir accès aux mêmes soins en théorie. Donc, ça, c'est un phénomène qui est très intéressant et ça va amener justement une amélioration dans la santé générale des Québécois. Quand on parle de réforme sur le plan social, ben, c'est une réforme complète du Code du travail. Par exemple, il y a des secteurs d'activité comme les pompiers, les policiers, les infirmières, les enseignants, entre autres, qui auront maintenant droit de grève. Ces secteurs-là, ces secteurs-là, n'avaient pas le droit de grève auparavant. Donc, ce sont des secteurs d'activité, comme je le disais, qui vont voir leurs conditions nettement s'améliorer durant les années 60. Il y aura des grèves célèbres, une grève de policiers, grève de pompiers, et là, justement, le salaire de ces employés-là va vraiment débloquer durant les années 60. Je pense par exemple aussi aux infirmières et aux enseignantes, parce que ce sont deux secteurs qui sont particulièrement occupés par des femmes. Il y aura une espèce de rattrapage qui va commencer à se faire durant les années 1960. Sur le plan social aussi, c'est la refonte du Code civil. Pour la première fois en 1964, le Code civil québécois sera revu. Et là, par exemple, ça va permettre, par exemple, l'égalité juridique des femmes mariées. Il faut voir qu'auparavant, les femmes qui se mariaient devenaient essentiellement soumises à leur mari. Là, maintenant, tout d'un coup, les femmes mariées sont considérées comme des personnes majeures. Et c'est un projet qui va être en partie piloté par la dame qu'on voit sur la photo, qui s'appelle Claire Kirkland Casgrain, qui est devenue en 1961, à la faveur d'une élection partielle, la première femme députée, la première femme à siéger au Parlement à Québec, à siéger à ce qu'on appelait à l'époque l'Assemblée législative de Québec. Donc, c'est vraiment un pas qui est important et c'est un pas que j'aborderai dans la capsule où je vais parler justement du féminisme au Québec. La Révolution tranquille, c'est aussi une révolution qui se passe sur le plan culturel. On va voir justement beaucoup de choses. Ben, on va voir s'affirmer une culture de plus en plus francophone. Bon, il y avait eu un premier coup de sonde, un premier coup de canon en 1948. Paul-Émile Bordua, un peintre fortement engagé et avec d'autres artistes, avait signé un manifeste qui s'appelle Le Refus global. Et là, ben, c'est un premier exemple de littérature engagée. Mais là, donc, on proposait justement que le Québec s'ouvre davantage sur le monde. Et là, ben, ça va être suivi par d'autres ouvrages. Bon, j'ai parlé du Frère Runtel, évidemment, qui dénonce le système d'éducation. Mais là, ce qui va s'amorcer sur le plan culturel pendant les années 60, c'est toute une revision de la place, de l'importance du français. On va voir de plus en plus de chansonniers. Bon, au premier titre, je pense à Félix Leclerc ou à Gilles Vigneault, qui vont faire la promotion. Bon, d'abord, qui vont montrer que les Québécois sont capables de composer des chansons, mais des chansons de plus en plus engagées, des chansons qui vont parler de la défense de la langue française, qui vont parler de la défense justement du Québec, qui vont même faire d'une certaine manière un peu la promotion de l'indépendance du Québec. On parle de nouvelles façons d'aborder les choses. On- on brise d'une certaine manière, d'une certaine enveloppe, on brise d'une certaine façon de faire les choses. Il y a un spectacle qui sera très marquant, qui s'appelle l'Hostie de Show. Donc, déjà, le titre, ça nous rappelle quelque chose. Donc, bon, c'est Yvon Deschamps, c'est Louise Forestier, c'est Mouffe, c'est Robert Charlebois, qui vont jouer de la musique rock, mais qui vont faire du rock en français. C'est vraiment quelque chose qui est un petit peu déstabilisant pour une génération peut-être plus vieille, mais c'est quand même un spectacle qui va venir chercher beaucoup, qui va venir toucher beaucoup les sensibilités de cette jeunesse du baby boom qui commence à arriver à maturité. C'est l'affirmation du Québécois d'une certaine manière. Bon, certains vont le dénoncer, mais c'est le joual qui va se retrouver sur scène. C'est Michel Tremblay qui va commencer à faire des pièces. Michel Tremblay qui va secouer finalement
les fondations justement de la culture en proposant les belles-sœurs en 1965. Et donc, il va mettre de l'avant ben, une véritable façon de parler, ou en fait qui va pas glorifier, mais qui va donner d'une certaine manière ses lettres de noblesse à la façon de parler des Québécois. Et les Québécois, de plus en plus, vont se porter à la défense de cette langue-là et ils vont vouloir justement la défendre de plus en plus. Finalement, la révolution tranquille, c'est une révolution qui est politique. On va changer de fond en comble une façon de faire les choses. Bon, c'est un projet. Bon, par exemple, Paul Sauvé avait déjà amorcé, je l'avais dit dans ma capsule précédente, Paul Sauvé avait amorcé une réforme, par exemple, de la fonction publique. On va vouloir mettre en place dans la fonction publique des personnes qui sont compétentes. Et ça, c'est un projet qui va être poursuivi par le gouvernement Lesage. Mais aussi, on va voir durant les années 60 et 70 une modification du droit de vote. On va accorder aux jeunes de 18 ans le droit de vote en 1963. Aux membres des Premières Nations en 1969, ils ne pouvaient pas voter auparavant. Et finalement, les juges et les détenus, qui étaient complètement mis à l'écart, vont pouvoir obtenir le droit de vote en 1979. Aussi, ben, ce que va amorcer le gouvernement libéral, ben, c'est ce que j'appellerais épurer le processus politique. Donc, on va commencer à essayer de mettre un terme aux fameuses caisses électorales un peu occultes, comme par exemple celle de l'Union nationale. Par exemple, l'Union nationale qui réclamait un 10% des montants des contrats aux entrepreneurs. Mais ça, on essaye d'éliminer ça le plus possible. Comment? Ben, l'État québécois va commencer à rembourser les dépenses électorales des partis politiques afin d'éviter justement des pratiques un peu immorales comme le faisait l'Union nationale. On va limiter les dépenses électorales des partis dans le cadre d'une campagne. On va s'arranger pour avoir des bulletins de vote plus clairs. Et on va commencer tranquillement, pas vite, à redécouper la carte électorale du Québec, chose qui aurait dû être faite bien avant, redécouper la carte électorale du Québec afin d'augmenter le nombre de comtés urbains, afin que la carte électorale représente davantage euh, la réalité finalement urbaine du Québec. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces réformes-là se passent entre 1960 et 66. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution ou est-ce que c'est un simple rattrapage? Il y a certains qui voient avec les années 60 une espèce de rupture avec ce qui se passait auparavant, alors que d'autres disent que la rupture s'était déjà produite durant les années 1950 avec tous les mouvements de contestation. Mais quoi qu'il en soit, le Québec est profondément changé. Quand on sort des années 60, le Québec est profondément changé. On y voit un État québécois qui s'affirme davantage. On voit des Canadiens français qui commencent, surtout cette jeunesse canadienne-française, qui, n'a- qui, n'a- qui a moins ou sinon plus de complexes face au reste du Canada. Donc, un Québec qui s'affirme. Et là, on va véritablement voir justement une montée, d'une certaine manière, d'une affirmation nationale au Québec. Et ça va amener définitivement des tensions avec le reste du Canada. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule que je vais appeler le duel Québec-Canada.